Bientôt la fin de notre civilisation. Bah oui, c'est pas une blague, c'est même la NASA qui le dit. La cause ? Nous. Selon cette étude, si on continue comme ça, on va disparaître d'ici quelques décennies. Et oui, j'ai bien dit décennies. Les scientifiques de l'Agence spatiale américaine prennent exemple sur d'anciennes civilisations disparues, comme les empires romains ou mésopotamiens. Le processus d'élévation et d'effondrement d'une civilisation serait donc un cycle récurrent dans l'histoire de l'humanité. Depuis 5000 ans, toutes les civilisations craquent lorsque les hommes surexploitent leurs ressources ou lorsque les inégalités se creusent entre les riches et les pauvres. En fait, les riches de moins en moins nombreux, mais toujours de plus en plus riches, entraînent la disparition des travailleurs qui sont trop pauvres pour se nourrir et donc notre civilisation industrielle disparaît. L'autre scénario envisagé, qui conduit lui aussi à notre perte, c'est la trop grande exploitation des ressources terrestres, qui entraîne la disparition des populations pauvres et par conséquent des riches. Et oui, quand les pauvres disparaissent, les riches disparaissent aussi, parce qu'ils dépendent des pauvres, qui produisent pour vivre. Donc pour survivre, c'est pas si compliqué, il faut mieux répartir les richesses et baisser notre consommation des énergies non renouvelables. Bref, trop d'inégalités, surconsommation, nous serions donc responsables de notre disparition. C'est une vérité qui est dure à accepter, mais oui, c'est très très vrai. Et ça t'inquiète, par exemple? Non, oui et non. Tu te sens impuissante face à ça, ou ouais, finalement tu le savais, en fait, comment tu vois le problème, toi? Je vois Comment le tu le problème ressens? de façon assez logique en fait, mais pour moi le truc qui contraste entre cette vidéo et celle d'avant, parce que j'essaye de faire le lien en fait entre ce que vous présentez, parce que dans différentes vidéos j'en ai vu plusieurs, là, ce que vous présentez, j'essaie de comprendre le chemin que vous prenez. Pour moi la grosse différence entre celle-là et celle d'avant, c'est que celle d'avant elle mise un peu sur le truc qui est aussi hyper occidental, tu vas devenir quelqu'un, sors de l'anonymat, machin, fais-le pour toi, pour prouver que aux autres, un truc plutôt assez égotique en fait, je trouve. Ah, c'est quoi? Égotique, Oui, ok. qui stimule l'ego, mais qui en même temps, ils ont raison d'agir là-dessus, parce que c'est ce qui marche avec les gens aujourd'hui, qui ont tous leur smartphone dans la poche. Mais c'est pas ce qui va marcher ailleurs pour comprendre ce problème de fin de civilisation, où là, par contre, quand tu comprends ça vraiment dans ton intérieur profond, tu vas pas faire les choses pour ta gueule ou pour prouver que coucou c'est moi, je suis sortie de l'anonymat, t'en as rien à foutre en fait, parce que du coup tu rentres dans une autre logique vachement plus profonde. Et donc c'est en fait, raccorder le rapport, c'est sur ce que tu disais tout à l'heure, sur justement comment est-ce qu'on peut aujourd'hui amener quelqu'un à penser comme ça, où tu disais, mais comment est-ce qu'on peut intérioriser toute la philo qui suit derrière, en fait, conscientiser ça. Normalement, il faut passer par des biais qu'on ne peut pas, justement, comme tu disais, par rapport à l'ego. Peut-être que justement, peut-être qu'en passant par l'ego, au final, tu auras justement, même après, au niveau de la... C'est du fil d'évolution psychologique, il faut bien commencer quelque part. Ah ouais, non, mais c'est clair. Tout l'intérêt justement d'aller à l'essentiel, utiliser les trucs qu'on a tous les jours avec nous, comme justement les smartphones, les réseaux sociaux, les applications. Parce qu'il faut bien commencer quelque part et que derrière, bah oui, tu peux pas faire ok, salut, c'est ça, et ok, c'est bon, j'ai tout compris. Ah bah ouais, non, c'est ça. L'idée, c'est de dire qu'il y a... Mais du coup, c'est deux niveaux de compréhension qui se rejoignent bien, qui sont intéressants. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je le mets, et que là, c'est le bilan. Et vraiment, sur le truc d'avant, c'était l'impact citoyen. C'est l'impuissance. S'il y a un élan derrière de gens, quand on parle d'anonymat, je ne pense pas qu'ils veulent avoir, ils ont ce besoin de reconnaissance, c'est qu'ils veulent inspirer. Et effectivement, pour inspirer, ben, ils vont se mettre devant une cam. Bon, ben, on va voir leur gueule, et voilà. Bon, ben, l'ego, c'est difficile à nuancer. Et dans la première vidéo, on parle de la nuance de l'individu, dû aussi à son environnement social, puisqu'il n'a pas choisi. Donc, de base, est-ce que tu dois aussi culpabiliser d'être né dans l'hémisphère nord? Et à contrario, par exemple, je suis beaucoup à l'actualité, au Kenya, bah, ils ne payent plus qu'avec leur téléphone portable. On leur envoie de l'Occident. Donc en fait, c'est des idées reçues aussi qu'on a des médias tous les jours, parce qu'on les assimile et qu'on n'a pas voyagé au Kenya et qu'on ne sait pas comment c'est. Oui, ils sont en train d'envoyer les devises, tu vois, voilà. C'est ça, et t'as les deux. Mais nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est l'effet de masse.
Je te spoil un peu le fil du truc, effectivement, mais c'est intéressant parce que tu essayes de câbler pourquoi. Et là, ce que je mets en lumière au travers de ce bilan par rapport à cet effort qu'essaye de se mener sur les modes de consommation, hein, parce que c'est finalement, tu vas voir, ils le disent, le message à presse qu'ils veulent énoncer, c'est l'impuissance. L'impuissance face à quoi? Ben, ça. Et en vrai, c'est inhérent, on le sait tous. Enfin, rares sont ceux qui ne me disent pas, dans tous ceux qu'on croise, oh, t'inquiète, tout va bien. Non, et c'est ça le vrai problème, c'est que, bah oui, ça arrive, et comment on fait? Parce que, bah, très sincèrement, je pense que personne ne souhaite ça. Comment on fait pour interagir là-dessus? Donc, tu vois, ça suppose aussi la présence de la vidéo d'avant. Nous, l'idée, c'est de jamais prendre position, tu vois, c'est vraiment d'élancer le prisme du truc. Mais effectivement, il y a un fil conducteur. Et oui. Un point sur les progrès. C'était important, avant de continuer sur l'avancée du fil conducteur et de ce qu'on va vous présenter, c'était important, là, on vient de faire un bilan, de voir aussi depuis 20-30 ans ce que ça a donné, donc les progrès qu'on en a fait aussi, parce que l'aspect positif, on n'en parle pas beaucoup. Un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes dans le monde. 795 millions de personnes souffrent de la faim aujourd'hui, soit 11% de la population mondiale. Mais avant de faire le point sur ce fléau, il est nécessaire de bien faire la distinction entre faim et famine. Le terme de faim est souvent utilisé pour parler de sous-alimentation. Les Nations Unies ont fixé à 1800 calories par jour et par adulte le seuil en dessous duquel un individu est considéré comme sous-alimenté. La famine, elle, est déclarée dès lors que plus de 20% de la population d'une région a un accès très limité à la nourriture de base, que le taux de mortalité est supérieur à 2 personnes pour 10 000 par jour et qu'une malnutrition aiguë touche plus de 30% de la population. Aujourd'hui, les pays en développement sont particulièrement touchés. Une personne sur 7 souffre de sous-alimentation. En Afrique subsaharienne, plus d'1 personne sur 4 reste chroniquement sous-alimentée et c'est l'Asie, région la plus peuplée du monde, qui compte le plus d'affamés. 526 millions! Depuis fin 2016, la famine sévit dans 4 pays. Le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud et le Yémen, et menace 20 millions de personnes. La faim tue, mais pas seulement. Au-delà des conséquences psychologiques dramatiques, les carences alimentaires affaiblissent les individus et les rendent plus vulnérables aux maladies et aux infections, comme le choléra par exemple. Chez les enfants, la faim est également responsable de graves retards de croissance et de développement, laissant des générations entières sensibles aux maladies. Elle cause aussi des problèmes de fertilité, voire de stérilité. Enfin, la faim provoque l'exode des populations. Au Soudan du Sud, par exemple, 550 000 personnes ont quitté leur pays pour tenter de survivre dans des camps de réfugiés à l'étranger. La sécheresse et les conflits armés sont les principaux responsables de la faim dans le monde. Priver une population de nourriture est un instrument de guerre. Pourtant, tout n'est pas si noir. La faim dans le monde a reculé. Elle touchait 18,6% de la population mondiale au début des années 1990. Elle a baissé de 7 points aujourd'hui. C'est toujours trop. Et pour cause, l'Organisation des Nations Unies a délivré un message alarmant en février 2017. Les pressions sur les ressources naturelles de plus en plus intenses, les inégalités qui continuent de se creuser et les répercussions négatives du changement climatique compromettent la capacité de l'homme à se nourrir par lui-même à l'avenir, souligne l'organisation. Alors, quelles solutions peuvent être envisagées pour essayer d'endiguer ce fléau ? Si l'aide humanitaire a certes un impact sur la lutte contre la faim, son action dépend des choix politiques et de l'implication des gouvernements eux-mêmes. La stabilité politique est la première condition pour créer un modèle d'agriculture durable qui inclut les populations locales, pour élaborer des projets de développement et réduire ainsi la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Mais à notre échelle, il est aussi possible d'agir. 1/3 de la nourriture produite chaque année dans le monde destinée à la consommation humaine est perdue ou gaspillée. Or, le gaspillage alimentaire accapare 28% de nos terres agricoles. Une surface qui pourrait servir à alimenter les 795 millions de personnes sous-alimentées. Soyons vigilants, rien ne sert de nourrir nos poubelles. Vous avez câblé la fin, ce qu'elle dit à la fin? En gros, elle commence le truc en te disant qu'il y a 795 millions de personnes, si je m'abuse, c'est ça. Et elle t'explique que ce qu'on jette, ça correspond à ça. Enfin merde quoi, enfin... Et le premier point aussi est important, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais il faut quand même le constater, le niveau de vie a augmenté, la faim dans le monde a quand même diminué. Bon bah c'est cool, et l'aspect positif, c'est bien, les énoncer, ça donne envie.
Toujours être dans le down, c'est toujours plus facile en fait. On n'empêchera pas la population de continuer d'augmenter de 30% d'ici 2050 en raison de l'inertie démographique. C'est parce que la population mondiale contient une proportion importante de jeunes adultes en âge d'avoir des enfants. Même si chaque femme n'avait que 1,6 enfants en moyenne chacune à l'échelle mondiale. Donc une baisse immédiate très importante. Il n'en résulterait pas un arrêt de la croissance démographique tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a nettement plus de naissances que de décès. Et donc, il faut se faire à l'idée qu'on sera un peu plus nombreux. La population mondiale a été multipliée par plus de 7 au cours des 2 derniers siècles. Curieusement, de façon un peu paradoxale, cette augmentation de la population est allée avec une amélioration des conditions de vie des humains si on prend les indicateurs habituels pour en juger. La durée de vie moyenne est pratiquement 3 fois plus élevée qu'il y a 2 siècles. De la même façon, la proportion de personnes qui souffrent de faim et qui meurent de faim n'a jamais été aussi faible. Globalement, les conditions de vie des humains se sont améliorées. Le défi, c'est de vivre à 10 milliards demain, en 2050, aussi bien sinon mieux qu'aujourd'hui, tout en pesant moins sur les ressources et l'environnement. Arrêter la croissance démographique tout de suite, ce n'est pas à notre portée. La question n'est pas tellement celle du nombre des humains, c'est celle des modes de vie. On peut et on doit tout de suite les modifier pour qu'ils soient plus économes en ressources, plus respectueux de l'environnement. Et ça, c'est à notre portée et tout de suite. Bon, c'est la fin qui est très importante, mais effectivement, ça casse aussi une idée reçue. Être à 10 milliards, c'est pas nouveau. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait être 10 milliards sans bouffer les ressources naturelles si on gère nos modes de vie? Et c'est cette dernière phase qui nous semble à nous très importante. C'est gérer nos modes de vie, c'est nos modes de consommation. Ça vous parle, ça? Ça semble cohérent, je pense. C'est aussi pour casser un peu cette idée reçue qu'on avait souhaité emmener ce débat là-dessus parce que c'est important pour la société. Donc pour bien voir le contexte, c'était important dans cette idée-là, le paradoxe de la faim, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ce qui est important, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on met ce sujet-là sur la table aussi, c'est de dire que, vous savez, quand on est dans la rue, on ne s'attend jamais à qui on va croiser. Il y a des gens, ils vont dire « Ah non, c'est normal ». Quand on organise ce genre de conférence, on ne sait pas qui va venir. Donc il est important de mettre un point de clarté sur ce type de sujet pour éliminer les questions et les interrogations et tous les avis qui peuvent être complètement subjectifs comme ça et dire « Ah non, c'est à cause de ça ». Non, on pourrait vraiment vivre à 10 milliards sur la planète sans tout niquer. Mais c'est important de savoir pourquoi ce n'est pas le cas. En 2012, l'on évalue à 1 milliard le nombre de personnes souffrant de la faim sur notre planète. Cela représente une personne sur 7. Pourtant, la Terre produit assez pour nourrir l'ensemble de la population. La faim ne devrait donc pas exister. Prenons 3 pays très représentatifs du problème, la Bolivie en Amérique du Sud, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie en Afrique. Ces pays sont touchés par le fléau de la faim alors qu'ils ont d'énormes potentiels en termes de production agricole et alimentaire. La Bolivie est un pays 35 fois plus grand que la Belgique pour un nombre égal d'habitants. 1/3 de la surface totale des terres est consacrée à l'agriculture et à l'élevage, et 40% de la population dépend de l'agriculture pour vivre. Pourtant, plus de 25% des Boliviens souffrent de malnutrition, ce qui fait de la Bolivie le pays le plus pauvre d'Amérique latine. Le Congo est suffisamment riche en ressources naturelles pour nourrir tout le continent africain. 58% des Congolais vivent de l'agriculture, mais le pays compte le plus grand pourcentage de personnes sous-alimentées au monde, soit 70% de sa population. L'Éthiopie est composée de 64 millions de paysans, soit 77% de sa population. Elle possède les plus grands troupeaux de bétail du continent africain, de quoi approvisionner en viande et en lait toute l'Afrique de l'Est. Or, 41% des Éthiopiens sont sous-alimentés. Le paradoxe est donc bien visible. Ce sont dans les pays peuplés principalement de paysans que la faim et la malnutrition sont le plus présentes. À l'échelle mondiale, plus de 60% des personnes qui ont faim sont des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs, ainsi que leurs familles.
En comparaison, l'Europe ne compte aujourd'hui que 2 à 12% d'agriculteurs selon les pays. Le chiffre s'élève à 2% aux États-Unis. Dans ces pays, le mal est autre. La population souffre d'obésité. Aux États-Unis, c'est près d'1 personne sur 3 qui est obèse, et la faim continue de faire des ravages parmi les populations les plus pauvres à travers le monde. Comment en est-on arrivé là ? La réponse n'est pas à chercher du côté de la fatalité, ni des guerres ou des catastrophes naturelles qui, certes, creusent encore davantage les difficultés des populations pauvres. Ce sont surtout les politiques mises en place, au nord comme au sud, qui sont responsables de cette situation. Les politiques commerciales, tout d'abord. Avec la diminution, voire l'absence de taxes et de quotas aux frontières, les produits de l'agriculture circulent de plus en plus librement entre les marchés des pays pauvres et ceux des pays riches. C'est la libéralisation des échanges. Les grosses exploitations agricoles du Nord disposent de tracteurs et d'outils mécanisés, d'engrais à des prix accessibles et bénéficient de financements et de subventions. Les paysans du Sud sont pauvres. Ils n'ont souvent que leurs mains, une houe et un arrosoir, quand ils ont la chance d'avoir accès à l'eau. Ils ne bénéficient d'aucune subvention, peinent à accéder à des engrais et à des semences de qualité, parfois même, ils n'ont pas d'accès garanti à la terre. Voyons l'exemple de la production laitière. Une vache africaine produit 1 à 5 litres de lait par jour. À côté, une vache européenne en produit entre 25 et 30. Les mettre sur le même marché mondial, à travers la libéralisation des échanges, c'est mettre un poids plume contre un poids lourd. Les politiques agricoles jouent donc aussi un rôle dans cette lutte inégale. Dans les pays industrialisés, l'agriculture s'est développée grâce à des politiques agricoles fortes et ambitieuses qui ont permis à ces pays de devenir autosuffisants et même excédentaires. Aux États-Unis, le budget réservé à l'agriculture américaine, dont on sait qu'elle occupe 1 à 2% de la population, s'élève encore aujourd'hui à 95 milliards de dollars. Dans l'Union européenne aussi, le budget de la PAC, la politique agricole commune, reste une part importante du budget européen. Et même si elle a été considérablement affaiblie ces dernières années, la PAC est souvent la première source de revenus des agriculteurs. Il n'empêche, en Bolivie, au Congo comme en Éthiopie, les politiques ont délaissé le secteur agricole. Là-bas, les gouvernements ne consacrent que peu, voire pas d'argent à l'agriculture et les paysans ne bénéficient quasi d'aucun soutien. Par ailleurs, les faibles budgets consentis sont souvent concentrés sur des cultures destinées à l'exportation, comme le café, le cacao, le coton ou le soja, et les paysans ne sont pas encouragés à produire pour se nourrir et pour alimenter les populations locales. Toutes ces politiques ont rendu les pays pauvres, pourtant si largement peuplés de paysans, complètement dépendants des importations alimentaires en provenance des pays industrialisés ou émergents. Et quand les prix des produits agricoles importés grimpent sur les marchés internationaux, ce sont autant de millions de paysans et de consommateurs pauvres qui ne peuvent manger à leur faim. C'est ce qui s'est passé lors des crises alimentaires de 2008 et de 2011. Les politiques énergétiques qui valorisent les agrocarburants à base de colza, de canne à sucre ou de palmier à huile contribuent également à appauvrir et affamer les paysans des pays en développement. Ceux-ci devraient cultiver pour se nourrir plutôt que de s'adapter continuellement aux intérêts des pays riches et de leur industrie polluante. Bon, c'est assez clair. C'est assez triste aussi. Je pense que si tu attaques le sujet et que tu n'y connais rien, je trouve que cette vidéo elle est assez claire pour dire voilà ce qui se passe. De l'impact des politiques, du citoyen, de la consommation. Je crois que ce qui est ouf, il y a 2 détails moi, qui me parlent beaucoup, c'est de dire que le Congo peut faire à bouffer pour toute l'Afrique. Donc qui c'est qui le savait? Et il y a un point aussi, j'ai pas mis toutes les vidéos parce que c'est compliqué, il y a une très belle vidéo que j'aime bien qui explique que l'Afrique c'est vraiment le plus grand continent. Tu peux rentrer les États-Unis, la France 17 fois, l'Australie, bref. Donc quand tu dis que le Congo fait à bouffer à toute l'Afrique, les 3/4 des terres agricoles sont dans le sud de l'hémisphère et les 3/4 du matos c'est dans le nord. Quand tu vois les budgets, oui, ça coûte super cher un tracteur et forcément vu qu'il n'y a pas de budget écologique, ils n'ont pas les moyens d'en acheter. Quand ils n'ont pas de flotte, alors consciemment, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas droit de faire à bouffer pour eux. Et c'est interdit dans les politiques, ils n'encouragent pas le procès sur ce sens-là. Du coup, à un moment donné, c'est de dire,
nous, quel impact on va avoir là-dessus pour faire changer ces choses-là. Parce que c'est ça l'idée de mettre le sujet politique. C'est dire, en gros, on est électeur, donc on va avoir un impact là-dessus. C'est pour ça que le premier point que je relève, c'est ce qu'ont fait les autruches. Référence à la vidéo où on parlait du misérabilisme de la puissance. Pardon, tu ne l'as pas entendu. Je te la montrerai la prochaine fois. Mais en gros, voilà, ça vous parle, c'est assez clair. L'idée, c'est donc de sortir du bilan et de continuer. On va avancer à la suite. L'impact citoyen. Il est encore temps. Dans cette vidéo, on va pas vous répéter que le réchauffement climatique, c'est la merde. Il y a des ours polaires qui crèvent sur la banquise qu'ils font. Bon, ça c'est bon, ça fait 10 ans qu'on le voit, on commence à avoir compris. Avec les canicules de cet été, on sait que le changement climatique c'est plus dans très longtemps et à l'autre bout du monde. Et si c'était pas assez clair, les experts internationaux du climat viennent de rendre leur nouveau rapport. Il est partout dans les médias et, surprise, ça sent pas bon du tout. Alors pourquoi on se réunit pour faire cette vidéo? Parce que si on est beaucoup à savoir que c'est la merde, on est beaucoup moins nombreux à savoir qu'on peut agir. Non, c'est pas foutu. Oui, il est encore temps d'agir et maintenant, on va voir comment. Revenons brièvement sur l'info du jour. Les scientifiques confirment que les engagements que les États ont pris dans leur ribambelle de sommet nous emmènent droit à une augmentation de 3 degrés de la température moyenne terrestre en 2100. Alors oui, 3 degrés plutôt que les 1,5 degrés qu'on est sûr d'atteindre aujourd'hui, comme ça a l'air de rien, mais en fait ça change tout. À 1,5 degré, les espèces disparaissent, certes, mais à 3 degrés, l'océan est partiellement mort. Les céréales poussent mal, les canicules sont 5 fois plus fréquentes et l'eau potable devient une ressource limitée pour des centaines de millions de gens. Wow, ok, on ne saoule pas plus. Mais fallait le dire, parce que ce scénario des 3 degrés, on n'est pas obligé de le vivre. On ne va le vivre que si on ne change rien. Et là, clairement, on ne change rien, ou si peu. Mais pourquoi en fait? Parce qu'il y a des gens, et ils sont vraiment pas nombreux, qui n'ont aucun intérêt à court terme à ce que ça change. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on a appris que Business Europe, ça c'est le lobby des multinationales européennes, avait toute une stratégie méga secrète pour freiner les objectifs de l'Europe sur le climat. Mais l'autre explication, c'est qu'il y a énormément de gens, toi, moi, en fait presque tout le monde, qui ne se rendent pas compte du rôle qu'on a à jouer. On ne réalise pas l'impact que peuvent avoir nos actions de tous les jours et on ne réalise pas la force du contre-pouvoir qu'on peut constituer. Bon, on va pas se mentir, quand on regarde l'ampleur des choses à faire pour freiner le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, ça peut sembler impossible. On a déjà tous ressenti ça, ce à quoi bon, ce on pourra rien changer, ce on n'est pas assez nombreux. C'est vrai, la situation est grave, c'est déjà catastrophique, mais il n'est pas trop tard pour éviter que ça soit encore pire. Encore faut-il savoir que faire et comment. C'est là tout l'objet de cette vidéo. On a réalisé que les objectifs aussi abstraits et lointains que réduire les émissions de gaz à effet de serre ou arrêter la déforestation peuvent se découper en un ensemble de petites batailles. On a réalisé que le principal frein pour gagner ces batailles, c'était qu'on avait du mal à se repérer dans la masse de choses à faire et à s'organiser. Alors on s'est rassemblés et on a créé un site internet ilesttencoretemps.fr pour qu'on appuie là où notre impact sera le plus fort et qu'on remporte des victoires dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Parce que si j'ai pas le pouvoir de stopper la déforestation d'un claquement de doigts, je sais qu'il est encore temps d'empêcher le projet Montagne d'Or par exemple, une mine d'or à ciel ouvert en Guyane qui va ouvrir la voie à un nouveau massacre de la forêt amazonienne. Parce que si j'ai pas le pouvoir de changer le mode de vie de tous les Français, je peux déjà manger plus local ou végétarien, réduire mes déchets, moins prendre l'avion ou boycotter l'huile de palme. Je peux aider ces petites initiatives à changer d'échelle. Parce que si j'ai pas le pouvoir d'arrêter demain les énergies fossiles, il est encore temps de tordre le bras à la Société Générale. La dernière grande banque française qui continue de financer les projets les plus sales et les plus destructeurs pour le climat. Impossible de faire plier une grande banque. BNP et Crédit Agricole ont déjà cédé sous la pression. On vous le dit, on peut gagner. Parce que si tout seul je peux pas changer la politique française, il est encore temps de rappeler à nos élus à quoi ils servent. Partout en France, des gens s'organisent, forment des groupes pour mettre la pression sur leurs élus locaux afin que ceux-ci tiennent leurs engagements climatiques. Et ça commence à marcher. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ilesttencoretemps.fr. Bon, vous en pensez quoi? Évidemment, c'est super bien. En gros, quand on décide de sortir de l'anonymat, c'est pas pour essayer de trouver un besoin de reconnaissance, c'est pour inspirer plein d'autres gens. Et le rapport avec le bilan qu'il y avait juste avant, c'était de dire il faut aller chercher nos politiques parce que qui c'est qui valide qu'on fait valoir le paradoxe de la fin? Fin, voilà, tout est là. Du coup, l'impact citoyen, c'est lourd. Maintenant, ça répond pas nécessairement à toutes les questions. Il y en a tellement à aborder qu'on se sent noyé là-dedans. Puis après, ta journée de travail, tu rentres chez toi, t'as la flemme. Et ils le disent aussi très bien, parce que vous saviez qu'on avait fait plier la BNP et le Crédit Agricole. Sur quel sujet? Parce que ces infos-là, ça serait pas super charmé de les mettre en avant pour vraiment avoir ce truc de se dire en fait, on sent un pouvoir, ils ont fait ça à combien? Si eux peuvent le faire, moi aussi, en fait.
eh ben, j'aimerais bien me lancer dans cette bataille-là parce que je ne valorise pas tout ça. Donc si eux ils le font et qu'ils sont sortis de leur truc, ben, c'est peut-être pour essayer d'envoyer un message clair à nous. La suite. On a fini le grand 1. Donc la nature humaine, c'est pour faire un point global, pour ceux qui ont raté. Donc la nature humaine, la compréhension du lendemain, c'était la vidéo sur les chamallows. Et de dire que c'est dans la nature humaine de se projeter sur demain. Et ça avait fait dégager le point sur l'anxiété financière, puisque l'exemple, c'était la banque. Il aurait pu en prendre un autre, il a pris celui-ci. Si on est capable de croire en l'amour, j'aime beaucoup cette image, et que celui-ci est impalpable, alors que nous comprenons que nos aïeux, eux, nous encouragent à être, donc on peut croire en l'espoir d'un lendemain plus bénéfique. C'est assez attendu. Et c'est bien ce qui est magique, le présent, on peut se surprendre de l'impossible. Il y a un point que j'aime bien sur l'environnement et qui me semble assez important de relever, c'est, le saviez-vous, les maladies numéro 1 de société dans l'hémisphère dans la France, c'est la dépression et le burn-out. Je trouve que c'est assez représentatif de dire que si l'enfant doit occulter ce qui fait de lui son innocence du présent, en gros, on comprend que c'est nos modes de vie qui étouffent notre naturel. C'est assez dingue de faire cette projection sur le truc, en fait. Et dire que depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à essayer de nous écarter de ce qui fait de nous ce qu'on est par nature. Troisième point, le cadre, donc la chronologie de l'humanitaire. Bon, en gros, vous avez capté, on pourrait être 10 milliards. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut changer nos modes de vie. En gros, le dernier point, nous, assez clairement, de par nos modes de vie, on peut vraiment aller chercher, on a notre électorat et réduire la distanciation entre les politiques et nous.